monsieur Yorana et bienvenue dans votre journal sur TNTV au sommaire de ce dimanche 21 décembre. Vous les avez peut-être vus passer ce matin, barbe blanche, veste rouge, moteur solidaire. La ride des Pères Noël a une nouvelle fois réuni les motards pour soutenir les enfants hospitalisés du CHPF au profit de l'association Perehauhere Otetama. De retour au Fénois, Arnaud Chéreau, l'un des pionniers du graffiti, transmet son art. Après plusieurs années en métropole, il a partagé son savoir-faire avec de jeunes élèves curieux de découvrir l'univers du street art. C'est l'un des derniers grands rendez-vous sportifs de l'année. Moorea a accueilli ce week-end un ultra-trail hors norme, avec un départ en pleine nuit et des parcours exigeants réservés aux plus endurants. Comme chaque année depuis 2020, l'association Tahiti Biker a organisé ce matin la ride des Pères Noël, afin donc de récolter des dons au profit de l'association Perehauhere Otetama, une association qui vient en soutien aux enfants hospitalisés au CHPF. À vos casques, nos journalistes Nicolas Pérez et Heymanu Manuthei ont embarqué sur les motos. Costumés aux couleurs de Noël ou tatoués version biker, les 75 participants à la 5e édition de la Ride des Pères Noël avaient une mission commune, récolter et acheminer des dons au bénéfice des enfants hospitalisés. Comme on est en période de Noël, voilà, ça c'est place aux enfants. Donc du coup, moi je me suis dit, voilà, il y a peut-être des enfants oubliés dans l'histoire et je pense que les enfants hospitalisés en font partie. Donc je me suis dit, ok, je me mobilise, je me motive et j'organise un petit truc pour eux. Une opération venue de l'Hexagone et lancée en 2020 sur Tahiti par l'association Tahiti Biker. Ma maman est en chimiothérapie à Marseille et en fait en scrollant sur mon téléphone j'ai vu sur Marseille Ride des Pères Noël, j'ai dit tiens c'est quoi, j'ai cliqué et je suis rentré en contact avec le président Arnaud Paris et je lui ai dit mais est-ce que je peux reprendre l'événement sur Tahiti, est-ce qu'il faut payer des droits ou autre? Il me dit non c'est un événement national, tu peux y aller, ça fera plaisir aux enfants. Je dis ok, moi j'organise ça à Tahiti. Tous ne se connaissent pas mais partagent la même passion, un lien qui facilite les échanges et renforce leur générosité. Mais on devient vite copains sur la route, on se salue tous entre motards, c'est vraiment, on essaye d'être sympa déjà entre nous et on essaie aussi d'envoyer une bonne image vers les autres, enfin le public en général. Quelque chose qui vient à nous pendant qu'on est à l'hôpital, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut changer un petit peu, éliminer la semaine, voire le mois des enfants qui sont là-bas. Après avoir parcouru une vingtaine de kilomètres sur la côte ouest de Tahiti, nos motards au grand cœur arrivent, moteur hurlant, au CHPF. Là, une petite partie des enfants hospitalisés et leurs soignants les attendent. La distribution de cadeaux et d'enveloppes peut commencer. Des dons qui financent chaque année des projets pour améliorer le quotidien de ces petits malades. Et au niveau du plafond et des murs, on a mis des images. Comme ça, par exemple, quand ils vont au bloc, ils sont allongés sur leur lit. Tout en les déplaçant, ils regardent au plafond, donc ils voient toutes ces images-là. Donc les enfants ne sont pas du tout stressés. Quelque part, ils sont contents. Des projets qui pourront encore perdurer dans les prochains mois, puisque la Ride des Pères Noël a permis de récolter la somme de 203 400 francs. Un record pour ces as du bitume qui savent donner sans compter. Connaissez-vous vraiment les goûts de vos ados? À l'approche de Noël, trouver le cadeau idéal sans se ruiner peut vite devenir un casse-tête. Sport, high-tech, les envies restent globalement les mêmes cette année, mais les façons de consommer, elles, évoluent. Sophie Guébel est allée faire un tour dans les magasins pour nous regarder. Si certains jeunes préfèrent recevoir une enveloppe avec de l'argent sous le sapin, beaucoup de parents préfèrent choisir un vrai cadeau pour leur enfant. Alors sortez vos portefeuilles. Dans une société hyper connectée, téléphone ou ordinateur, la mode du high-tech reste la tendance chez les ados. Ce magasin ne désemplit pas à quelques jours de Noël. Je suis venue avec mes parents chercher un MacBook pour moi. Ça va être mon cadeau de Noël. Que les téléphones et les ordis, c'est tout ce que j'aime bien. À mon collège, il y a des ordis aussi comme ça. Et il y a aussi l'effet de mode, on ne va pas se le cacher. Chez les jeunes, ils veulent tous le dernier produit pour être comme tout le monde. Derrière, il y a une machine de marketing redoutable pour effectivement nous faire consommer. Mais après, c'est un cadeau dans l'année.
voilà, c'est pas tous les jours non plus, quoi. Dans cette autre enseigne, ce sont les drones qui ont la cote chez les jeunes. Un marché en forte croissance et une idée cadeau tendance pour les fêtes. Alors c'est un drone qui est équipé d'une caméra HD et d'une caméra de 2 millions de pixels intégrée. Ce drone a une autonomie de 18 minutes à 20 minutes et une portée de 80 mètres. Pour cette année, oui, c'est le cadeau qui a été beaucoup demandé. Mais qui dit high-tech dit gros budget. Dans ce magasin de sport, il y en a en revanche pour toutes les bourses. Sportwear, boxe, padel ou encore musculation comptent de nombreux adeptes chez les jeunes. Voilà, au niveau des paddles, nous avons toutes les raquettes en rayon, que ce soit pour débutants jusqu'aux experts. Et c'est vraiment la tendance du moment. Donc les jeunes aiment beaucoup avoir tout ce qui est choix esthétique. Alors celui-là, c'est un kit 20 kg où j'ai beaucoup d'adolescents qui viennent également chercher pour pouvoir débuter en musculation, se performer peut-être dans le crossfit. Des sports vecteurs d'épanouissement et de socialisation. Un cadeau tout bénef pour votre ado à l'approche de Noël. Quand les murs deviennent des toiles, des espaces d'expression, de retour au Fénois, l'un des pionniers du graffiti en Polynésie transmet aujourd'hui son art aux plus jeunes. Arnaud Chéron a partagé son savoir-faire avec des élèves curieux de découvrir l'univers du street art. Jantine Roa et Tauhiti Tonio Moussen sont allés à leur rencontre. C'est sur ce mur d'une boutique de réparation de planches et de matériel nautique que le groupe s'exerce. Bonbons en main, les jeunes graffeurs découvrent les gestes, les distances, les effets. Pour certains, comme Torrens, âgé de 14 ans, c'est une première mise en pratique, loin du papier et des crayons. Je fais plus sur le papier pour m'entraîner un peu, parce que si j'attaque direct le mur, ça va être un peu compliqué, parce que j'ai pas le bon matériel. Qui c'est qui t'a poussé à venir ici? Ma mère. Et moi-même aussi, parce que je trouve que le tag c'est très joli. C'est ce que j'aime, quoi. Il va te falloir une bombe noire pour faire le contour. Chaque geste est observé avec attention par Arnaud, graffeur professionnel. Objectif, faire évoluer cette discipline en Polynésie et transmettre son savoir-faire. On leur apprend des bases de maniement de la bombe, comment connaître vraiment le produit en lui-même, travailler avec tous les caps qu'on met dessus. Les caps, ce sont les bouchons, voilà, savoir un peu les techniques de trait, les techniques de remplissage, de dégradé, et puis un petit peu de lettrage. Je pense que pour être un bon graffeur, déjà, il faut être acharné quand même. Il faut dessiner et puis il faut en faire un maximum. Voilà, il n'y a pas de secret, de toute façon, il faut produire et produire. Sortir leur épingle du jeu et pourquoi pas vivre de cette pratique. Un objectif déjà atteint par Rival, ancien apprenti d'Arnaud. On peut vivre en tant qu'artiste peintre graffeur ici en Polynésie. Il faut juste avoir du courage pour pouvoir aller frapper aux portes. Et le relationnel aussi, si tu essaies le premier et que ça ne marche pas bien, on ne te recommande pas. Voilà. Après ce premier atelier découverte, d'autres séances initiatiques pourraient voir le jour prochainement. C'est une première en Polynésie française. Ce week-end, Moorea a accueilli le tout premier ultra trail jamais organisé sur le territoire. Départ en pleine nuit, parcours extrême, conditions exigeantes, une édition inaugurale marquée par de fortes performances. Retour sur une course hors norme avec Léa Gugelman. Il est presque 11h à Moorea lorsque Johan Lecochois franchit la ligne d'arrivée. Après 10h54 minutes d'effort, le coureur normand s'impose sur l'épreuve reine de l'Ultra Trail. 85 km et près de 3900 mètres de dénivelé positif. Je suis super content et elle est belle celle-là, je suis fier de moi, je suis content. Avec la chaleur, là, ça commençait à être dur sur les crêtes là-haut, ça cognait mais fort. Je serrais les dents sur la fin. Derrière le vainqueur, la course a été plus compliquée pour Delby Gongora. Après une erreur de parcours qui lui fait perdre de précieuses minutes, il termine à la 2e place. Grosse déception parce que je menais la course pendant plus de 60 km, je pense, j'ai complètement lâché la course. Vraiment lâché la course. J'étais plus bien, quoi. Mais bon, des fois ça arrive, c'est les aléas de la course. Cette édition proposait plusieurs distances, 80, 40, 20, 13 et 5 km. L'Ultra Trail reste l'épreuve la plus exigeante, avec un départ donné à minuit, une première en Polynésie. Un parcours spectaculaire mais éprouvant, entre crêtes techniques, descente abrupte et une chaleur écrasante. C'est dur, hein. C'est dur. On a fait un popo, c'est dur. Puis ça remonte, ça descend, ça remonte, ça descend. Il fait chaud, trop chaud. Malgré ces conditions difficiles, sur le 40 km, Émilie Laboirie confirme son statut de favorite.
Première femme à l'arrivée, elle se classe 4e au scratch. Je suis fière de moi, j'ai essayé jusqu'au bout d'accrocher, je ne savais pas trop où ils étaient devant, donc d'accrocher le scratch, enfin la 3e place. Mais je partais pas du tout pour ça au départ, hein, mais non, ouais, je suis fière de moi, ouais, parce que c'était au mental en fait, hein, vraiment au mental. Le 24 km, épreuve la plus populaire, rassemble plus de 200 participants. Le favori, Damien Troquenet, s'impose au terme d'une course très disputée. Sur le 24, il y avait quelqu'un qui m'a un peu collé les 10 premiers kilomètres. Après, je crois qu'il a pris un coup de chaud. Mais du coup, on est parti fort et c'était agréable, quoi. Les gens, ils aiment bien m'annoncer comme favori. Après, c'est toujours pas facile de concrétiser. Mais oui, heureux de concrétiser. Surtout que c'est la dernière de l'année. Donc voilà, on va pouvoir passer des fêtes tranquilles en famille. Chez les femmes, Lou Seyer, venue de La Réunion, domine l'épreuve. Elle termine 4e au classement général en 3h34. Col du milieu, vraiment c'était vraiment dur. Et après, à partir de la descente et après le dernier col et les dernières descentes, du coup ça allait beaucoup mieux. Quelle surprise, je ne m'y attendais pas, donc je suis trop contente. Ouais, vraiment trop contente. Les organisateurs se disent satisfaits du succès de cette première édition, tant sur le plan sportif que par la forte mobilisation des coureurs, et envisagent déjà la suite. On était vraiment étonnés, c'est qu'on a 150 étrangers au total, et surtout sur 9 nationalités, c'est-à-dire qu'on a des Australiens, des Néo-Z, des Nouvelle-Calédonie, Allemands, Italiens, Angleterre, États-Unis, Japon. Donc vraiment on est super contents, quoi. Et nous, ça nous donne un peu des perspectives dans notre projet de développement de la Ligue Ultra. Normalement l'année prochaine on va travailler sur le développement d'une ligue au Japon. Après l'effort, place désormais à la récupération pour les vainqueurs. À Moorea, cette première édition offre un nouveau chapitre pour le trail en Polynésie. Les plus jeunes ont aussi enfilé leur dossard. Dans le cadre du Tahiti Moorea Ultra Trail, des courses enfants ont été organisées sur la plage de Tem'e pour permettre aux plus petits de vivre eux aussi l'expérience du trail. Les enfants se sont élancés sur des parcours allant de 700 à 2100 mètres. Ici, pas de chronomètre ni de podium, une compétition placée sous le signe de la bienveillance avec un seul objectif, celui de transmettre le plaisir et la passion de la course. Et c'est mission réussie, comme vous pouvez l'entendre au micro de Léa Gugelman. Je trouvais que c'était bien, l'ambiance était bien et voilà. C'était un peu plus dur que je le croyais, vu qu'il faisait chaud. J'ai trouvé le parcours assez bien. C'était sympa parce qu'on n'était pas beaucoup et que il n'y avait pas beaucoup de monde et que c'était très esprit d'équipe. Ne se passe pas seulement par le sport. Au Festival des Marquises à Uahuka, c'est la langue qui était à l'honneur. Sur le site de Tetumu, l'Académie marquisienne est allée à la rencontre du public autour de ses ouvrages et d'un nouvel outil pour mieux transmettre le Reo Enata. Reportage de Mereteato et Hoanui Atuahiva. Au Festival des Marquises, à Uahuka, la langue est bien vivante. Sur le site de Tetumu, l'Académie marquisienne rencontre le public autour de ses ouvrages et d'une nouveauté majeure. Entre transmission culturelle et outils modernes, la langue marquisienne continue de se partager et de se réinventer. Cette année, 2025, l'Académie fête son 25e anniversaire depuis l'an 2000 et nous voulions marquer le coup. En plus, c'est l'année du Matava'a. Donc, depuis le mois de janvier, nous travaillons sur une application trilingue. Français, marquisien, anglais. Yaeo signifie que la langue sonne, que la langue résonne. Un lexique numérique accessible à tous et disponible hors connexion. Un lexique qui respecte la richesse linguistique de l'archipel. Il y a une seule langue marquisienne, mais il y a 6 parlers dans chaque île qui sont différents et donc il faut respecter cette diversité. Notre boulot, c'est de chercher des mots nouveaux pour enrichir la langue marquisienne. Sur le stand, la transmission passe aussi par la jeunesse. Sylvain Fournier-Tiki Heita est le plus jeune académicien et vit son premier Matava'a au cœur du festival. Nous tenons un stand ici pour le festival afin de vendre nos bouquins. Nous avons terminé un lexique, plus une petite légende concernant l'île. En tant qu'académicien, c'est vrai que c'est mon premier Matava'a. Ça fait toujours du bien de voir du monde ici avec nous et de voir cette ferveur marquisienne, cette flamme qui ne mourra plus jamais. Je suis content pour mon peuple. Le public lui aussi répond présent. Des familles venues d'autres archipels découvrent le travail de l'Académie et l'importance de la langue dans la construction de l'identité.
Je suis venue ici pour que mes enfants puissent voir le festival des Marquises et comprendre les différentes identités culturelles qu'on a dans la Polynésie. Et le livre en marquisien, c'est une bonne idée pour pouvoir inciter nos enfants, nos jeunes, nous-mêmes à reprendre la fierté et parler notre langue. La langue, c'est aussi une mémoire collective, parfois au cœur des débats. À Ouahuka ou Ouahuna, l'Académie et les élus rappellent l'essentiel, respecter l'histoire et les anciens. Il ne faut pas qu'on ait de frustration à dire les deux noms. Il n'y a pas de confrontation entre Ouahuka et Ouahuna. Et notre belle île ne mérite pas cela. Entre tradition et modernité, livres et applications mobiles, l'Académie marquisienne affirme une chose. La langue n'est pas figée. Aux Marquises, elle continue de résonner, de se transmettre et de rassembler, même après le Matava. Escale à présent aux îles sous le vent. Arayate Aitaha, la communauté adventiste a vécu 2 temps forts avec l'inauguration de la chapelle de Pouhine à Taputapuatea et la dédicace de celle de Patio. Des lieux de culte portés par la foi, l'engagement et la persévérance des fidèles, comme nous le montre Ambroise Colombani. L'inauguration de la chapelle adventiste de Pouhine concrétise un projet porté par la foi et l'engagement d'une communauté unie. Réalisée grâce à la générosité des fidèles et au soutien de la mission adventiste en Polynésie française, cette nouvelle maison de prière est le fruit d'un travail largement bénévole. Oui, à chaque fois qu'il y a des constructions de l'église, donc tout d'abord l'église locale commence à se préparer financièrement parlant. Mais au-delà de cela, donc, il y a aussi la contribution de toutes les églises en Polynésie française. La cérémonie a réuni responsables d'églises, autorités communales et invités autour de temps de louanges, de prières et de moments symboliques salués par la commune pour le rôle essentiel des églises. Ça fait 15 églises aujourd'hui, de Avila jusqu'à Pouhine, les différentes confessions religieuses. Donc au nom du conseil municipal, je remercie tous les responsables d'églises qui œuvrent bénévolement, qui apportent leur soutien à leur paroisse au niveau de la jeunesse et du développement. Parmi les temps forts de cette inauguration, un baptême a eu lieu, symbole d'un engagement de vie envers Christ, rappelant la mission première de l'Église, annoncer l'Évangile et partager un message d'espérance au cœur des communautés locales. C'est un lieu de prière, bien sûr, tout à fait. Un lieu où les gens peuvent ressentir la présence de Dieu, qu'ils puissent venir rencontrer le Seigneur et surtout sentir la paix du Seigneur en entrant justement dans ce bâtiment. À Patio, sur l'île de Taha, la dédicace de la chapelle adventiste vient couronner 2 années de travaux et d'engagement. Ce moment de réjouissance a réuni fidèles, sympathisants et invités autour d'une même gratitude pour la rénovation de ce lieu de culte. Je salue toutes les personnes qui se sont impliquées dans la réalisation de ce projet. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est de remercier notre Seigneur qui a conduit donc, depuis le début de ce projet jusqu'à sa réalisation aujourd'hui. Après la coupure du ruban, tous ont été accueillis à l'intérieur du bâtiment flambant neuf pour partager des moments de louange et des messages d'encouragement dans une atmosphère de communion et de joie. Cette chapelle rénovée s'ouvre désormais comme un lieu de prière, d'espérance et de rassemblement au service de Dieu et de la communauté de Patio. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Juste après, retrouvez la rediffusion du Huratapairu 2025 suivi du téléfilm L'école des Pères Noël. Demain, Bémi Thierlo sera aux commandes de votre JT. De mon côté, je vous souhaite par avance de très belles fêtes de Noël et une pensée particulière pour celles et ceux qui traversent un moment plus compliqué durant cette période. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On se quitte sur ces images de Mahina qui se part de ses lumières pour les fêtes.